Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une autre méthode d'analyse de données, la méthode dite de partitionnement de données, qu'on rencontre plus souvent sous son nom anglais qui est Data Clustering. Afin de situer cette méthode de partitionnement de données dans le cadre du cours, regardons d'un peu plus près les méthodes que nous avons déjà évoquées et comment elles sont regroupées. On parle de méthode d'apprentissage supervisée lorsqu'il y a une variable cible spécifique que l'on souhaite prédire à partir de caractéristiques. On dénote par Y cette variable à prédire et par X les caractéristiques. Dans le cas où cette variable à prédire est numérique continue, nous avons vu la régression. Dans le cas où elle est catégorielle, nous avons vu différentes méthodes, dont la régression logistique, la méthode des cas voisins les plus proches et les arbres décisionnels. Vient ensuite les méthodes dites d'apprentissage non supervisé, avec lesquelles il n'y a pas de variable spécifique à prédire. On va chercher plutôt à comprendre la structure des données pour en tirer quelques déductions. À cet effet, nous allons donc parler de clustering ou partitionnement de données. Pour les plus curieux d'entre vous, sachez que les règles d'association font partie des méthodes d'apprentissage non supervisées. Nous ne les aborderons pas dans cette vidéo. Qu'est-ce que le partitionnement de données ? L'objectif de cette méthode est de regrouper les données en différentes classes de façon à ce qu'au sein d'une classe, les données soient le plus similaires possible et entre différentes classes, les données soient le plus différentes possible. Imaginez que l'on possède plusieurs images de paysages. La méthode de partitionnement des données pourrait par exemple nous retourner les groupes d'images qui se ressemblent le plus, comme illustré sur le slide. Ici, la méthode a fait une séparation parfaite, ce qui est bien entendu pas toujours ce que vous obtiendrez, mais ça donne une idée. Jetons un coup d'œil à nouveau à cet exemple qui nous suit depuis la première vidéo sur la classification. Dans la situation où l'on cherche à faire un apprentissage non supervisé, on ne connaît pas les labels des différentes données, on possède uniquement les caractéristiques. Avec la méthode de partitionnement de données, on va chercher à créer des groupes pour ces données sans label, comme illustré sur le slide avec ces ellipses. Cela nous permet par exemple de créer des classes à partir des partitions générées par la méthode de clustering. À noter que cette méthode s'est par exemple ici trompée avec un point rouge, un prêt risqué, qui en réalité était bleu, un prêt sûr. Bien entendu, les vrais labels ne sont pas connus. Maintenant, pour une nouvelle observation, on peut regarder simplement à quelle partition elle se rapproche le plus. Ici, l'illustration fait clairement pencher pour un point bleu, un prêt sûr. Une application potentielle de la méthode de partitionnement des données est celle de la détection de valeurs aberrantes. En effet, si une partition est éloignée par rapport à l'ensemble des partitions et contient très peu d'observations, on parle de valeurs aberrantes. On est certainement en droit de se poser la question du bien fondé de cette observation et s'il ne s'agit pas tout simplement d'une erreur. Une autre application est d'apprendre des prototypes. Par exemple, ici, quels sont les clients types à qui il est sûr de prêter et le client type à qui il est risqué de prêter. On distingue souvent deux types de méthodes de clustering, les méthodes de partition et les méthodes hiérarchiques. Les méthodes dites de partition, dont la plus célèbre est celle des K-moyennes, cherchent, comme son nom l'indique, à générer les partitions, des groupes à partir des données selon certaines caractéristiques. Les méthodes dites hiérarchiques recomposent les données selon des mesures de distance. Typiquement, elles commencent par le bas, où chaque objet est séparé, puis tentent de regrouper au fur et à mesure les objets les plus similaires selon une mesure de distance. Revoyons les mesures de similarité et de distance. À noter que ces deux concepts sont inversés. Plus deux objets sont similaires, moins ils sont distants. Nous avons vu deux mesures de distance, la norme euclidienne ou norme L2, et la distance de Manhattan ou norme L1. La similarité est quant à elle une notion plus subjective, comme illustré ici. Est-ce que ces deux images sont similaires ? Les formes, couleurs et cheveux sont très proches, mais il s'agit d'une fille et d'un chien. Les méthodes de partition ne sont pas hiérarchiques. Cela implique que chaque partition, chaque groupe de données, est disjointe des autres. Une observation n'appartiendra qu'à un seul de ces clusters et l'utilisateur doit préciser le nombre de partitions qu'il souhaite obtenir. Regardons un exemple. Supposons que vous possédiez des boulangeries illustrées par les points bleus, ici, et que vous souhaitiez construire deux centres de distribution. Où devriez-vous les construire ?
Voici une solution, mais elle ne semble pas très bonne. Cette solution, quant à elle, semble meilleure. Vous le voyez très facilement visuellement. Mais comment faire ressortir cette meilleure solution avec un chiffre que l'on pourrait comparer? Une possibilité est de considérer la somme des carrés des résidus comme nous l'avions déjà vu avec la vidéo sur la régression. L'idée étant que plus cette mesure est faible, meilleur est notre modèle. Dans le cadre du clustering, nous avons adapté la somme des carrés des résidus en tenant compte de l'appartenance à un cluster. Xn est la énième observation. Mu k est le centre du kème cluster. Et pour généraliser un peu, on a écrit ici la norme L2 au carré. Mais puisque ce sont des scalaires, cela revient au même que de prendre le carré de la différence entre xn et mu k. Ensuite, nous avons Rnk, R indice nk, qui est une fonction indicatrice qui prend 1 si xn appartient au kème cluster et 0 sinon. Ainsi, on somme uniquement les différences intra-cluster et non pas des différences entre des observations qui appartiennent à un certain cluster avec le centre d'un autre cluster. Cette somme des carrés des résidus modifiés s'appelle l'inertie. Voici l'abstraction de l'algorithme des k-moyennes. Première étape, décider du nombre de centres souhaités, qu'on appelle généralement k. Deuxièmement, placer les k-centres des partitions, on peut les placer aléatoirement. Troisièmement, attribuer chaque observation à une partition. Quatrièmement, on évalue les centres des partitions. Cinquièmement, on remplace éventuellement les observations en fonction de ces nouveaux centres. Et finalement, si aucun changement, on s'arrête, sinon on recommence à l'étape 3. Regardons comment cet algorithme fonctionne. Supposons que l'on souhaite avoir 3 centres, donc k égale 3. On commence par placer ces 3 centres aléatoirement, comme ici. Ensuite, chaque observation est labellisée en fonction du centre le plus proche. Ici, on indique cette appartenance avec des couleurs différentes. L'étape suivante consiste à recalculer ces 3 centres en fonction des observations cette fois-ci. Voilà donc ces nouveaux centres. Ensuite, on recommence à labelliser les observations en fonction de ces nouveaux centres. Et s'il y a des changements de label, comme c'est le cas ici, alors les nouveaux centres doivent être recalculés, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement. Du côté des avantages, la méthode s'adapte facilement en cas de nouvelle observation, et donc on peut imaginer des scénarios d'application où cette méthode est assez avantageuse. Par contre, du côté des désavantages, on notera que cette méthode requiert que le nombre de clusters soit connu, elle n'est pas adéquate pour des structures non ellipsoïdales qui ne peuvent pas être représentées par des ellipses, et finalement, cette méthode connaît une limite puisqu'elle repose sur des moyennes et que celles-ci ne sont pas clairement définies pour des variables catégorielles par exemple. Regardons plus en détail ce que nous entendons par une structure non ellipsoïdale avec un exemple avec ce sourire. Visuellement, nous pourrions très facilement classifier ces observations avec 4 clusters. On aurait un ici, un autre là, un ici, et finalement un quatrième qui fait tout le tour. Par contre, si on utilise la méthode des k-moyennes avec k égale 4, voici ce que l'algorithme nous retourne. Il n'a clairement pas réussi à apprendre cette structure. Une question importante à laquelle vous devez répondre lorsque vous voulez utiliser la méthode des k-moyennes est combien de clusters choisir, quel k choisir. Alors sachez qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de réponse générale à ce problème, mais nous allons voir quelques pistes. Prenons cet exemple et commençons par fixer k qui vaut 1. On peut mesurer la somme des carrés des résidus entre chaque observation et ce centre. Supposons que cette somme soit égale à 1050. Deuxièmement, fixons ce k à 2 et nous obtenons une inertie de 103.3. Voici ce que nous obtenons avec k qui vaut 3. Et on peut continuer ainsi de suite. Si maintenant on produit un graphique où l'on représente l'inertie dans l'axe des y et le nombre de clusters dans l'axe des x,
Voilà à quoi il pourrait ressembler. Nous avons une courbe décroissante. À noter que si l'on choisit k comme le nombre d'observations, alors chaque centre serait l'observation et l'inertie serait de 0. Heuristiquement, ce graphique suggère de prendre le nombre de clusters où la courbe se coude le plus, ici par exemple A2. Lorsque l'on choisit le nombre de clusters ainsi, on parle de méthode du coude. Pour plus d'exemples, je vous invite à visiter ces liens. Abordons maintenant une deuxième classe de méthodes de clustering, les méthodes dites hiérarchiques. Par rapport aux méthodes dites de partition, le clustering hiérarchique présente les avantages suivants. Il ne nécessite pas un nombre prédéterminé de clusters, en quelque sorte, il les essaie tous, comme nous allons le voir. Et deuxièmement, il peut détecter des structures plus complexes. De plus, les résultats de ces méthodes hiérarchiques peuvent être représentés sous la forme d'un dendrogramme qui facilite la lecture de ces résultats. Et finalement, ces méthodes hiérarchiques supportent de nombreuses mesures de distance, au contraire par exemple de la méthode des K moyennes qui repose sur la norme L2. Les dendrogrammes ne sont pas spécifiques aux méthodes de clustering hiérarchique, on les retrouve par exemple en biologie évolutive pour illustrer une certaine proximité entre certaines espèces. Ici aussi pour illustrer les différents schismes dans la religion. Et ici pour illustrer des proximités linguistiques. À noter qu'ici on doit utiliser une autre mesure de distance puisque nous avons des chaînes de caractères. Vous avez par exemple la distance de Levenshtein. Cette distance de Levenshtein mesure la différence entre deux chaînes de caractères. Il y a deux types de clustering hiérarchique. La première stratégie est celle qu'on appelle divisive. Toutes les observations appartiennent au même cluster pour commencer, puis elles sont divisées de plus en plus de manière récursive. La deuxième stratégie est à l'inverse de la première. Toutes les observations ont leur propre cluster pour commencer, puis elles sont assemblées une à une pour former des clusters de plus en plus grands. On parle de type agglomératif de clustering. Regardons un exemple ensemble. Supposons que l'on souhaite partitionner des elfes et des hobbits en fonction de la taille et de la longueur des cheveux. Un algorithme de clustering se base sur des distances entre chaque paire d'observations que nous illustrons ici avec cette matrice de distance. Donc chaque paire d'observations a une certaine distance. Si nous prenons par exemple Lord, Elrond et Legolas, ils ont une distance de 25. Si vous prenez par exemple Pippin ici et Bilbo, ils ont une distance de 56. Nous allons illustrer la procédure d'un algorithme de clustering de type agglomératif. Donc on commence par avoir chaque observation qui a sa propre partition, puis nous allons assembler la paire la plus proche, c'est-à-dire avec la plus petite distance. Ici il s'agit de Legolas et d'Elrond. Ces deux observations sont donc fusionnées et la matrice de distance est mise à jour. Ensuite, on continue avec la paire possédant la distance la plus faible. Ici, il s'agit de Pippin et Frodon. Encore une fois, cette fois-ci, c'est Bilbo qui fusionne avec le cluster de Pippin et de Frodon. Et nous avons finalement Erwen. Et la dernière étape, tous les clusters sont liés. À noter qu'à chaque étape de fusion d'une paire, la matrice de distance est mise à jour. Donc nous sommes partis de 6 clusters pour finir avec un seul. Maintenant, la question que l'on se pose est combien de clusters y a-t-il? La hauteur du dendrogramme indique la distance entre les clusters. Et donc, généralement, le choix est de séparer là où la différence est la plus grande. Par exemple, ici, il y aurait donc 2 clusters. L'un avec des elfes et l'autre avec les hobbits. Je vous ai dit qu'à chaque fois qu'une nouvelle fusion de paires avait lieu, la matrice de distance était mise à jour. Mais en fait, je vous ai caché une partie de l'histoire. Je ne vous ai pas expliqué comment ces distances étaient définies. En effet, on connaît la distance entre deux objets de taille identique, par exemple deux vecteurs, avec les normes L1 et L2 que nous avons vues, mais comment au juste définir la distance entre des objets de taille différente, comme un cluster et une observation?
Eh bien, comme nous allons le voir, il y a plusieurs options. Une première option est de considérer la distance la plus courte entre les observations d'un cluster et d'un autre. À noter qu'ici, les deux clusters ont deux observations, mais que cette mesure reste valable pour n'importe quel nombre d'observations dans chaque cluster. À l'opposé, une deuxième option est de considérer la distance la plus longue. Une troisième option est de considérer toutes les distances possibles entre les observations des deux clusters distincts, puis de calculer la moyenne des distances. Et finalement, la quatrième option que nous voyons est la méthode dite de Ward. Avec cette méthode, nous considérons un cluster supplémentaire, le cluster que nous obtiendrons en fusionnant les deux clusters considérés. Ensuite, nous mesurons la variance de ce cluster, c'est-à-dire la moyenne de la distance au carré entre les observations et le centre de ce cluster supplémentaire. Ainsi, en suivant cette méthode, nous serions enclins à minimiser la variance intra-cluster. Voici donc en résumé les différentes mesures à choisir pour une méthode de clustering hiérarchique. Donc encore une fois, les mesures de distance sont définies pour deux objets de nature identique et les fonctions de liaison sont là pour mesurer une distance entre des objets de nature différente comme deux clusters de taille différente. Voici 5 jeux de données différents sur lesquels la méthode des K-moyennes et le clustering hiérarchique ont été utilisés. Les chiffres indiqués en bas à droite de chaque graphique correspondent au temps de calcul. On peut remarquer que la méthode des K-moyennes ne fonctionne généralement pas très bien, excepté peut-être pour le 5e exemple, ici. Alors que le clustering hiérarchique fonctionne globalement bien, peut-être excepté avec ce 4e exemple, où on aurait peut-être souhaité avoir une séparation un peu différente. Par contre, vous noterez que le temps de calcul est bien supérieur pour le clustering hiérarchique. Prenons ce 3e exemple, nous avons 0,02 secondes de temps de calcul pour la méthode des K-moyennes, contre 0,64 secondes pour le clustering hiérarchique. Ce temps de calcul, justement, peut être exprimé en termes de complexité. On note cette complexité par ces grands O. On parle de notation asymptotique ou de notation de Bachmann-Landau. En résumé, cette notation indique que la méthode des K-moyennes est linéaire par rapport au nombre d'observations en termes de complexité. Cela suggère que si cela prend, disons, un certain temps, disons grand T, pour un nombre de données, et si maintenant nous avons 10 fois plus de données, alors cet algorithme prendra 10 fois T. Par contre, cette notation indique que pour le clustering hiérarchique et la complexité est quadratique, nous aurions à ce moment-là un temps de calcul 10 carré fois T. Cela est également suggéré par ce graphique. Rappelons donc les principaux avantages et inconvénients du clustering hiérarchique. Du côté des avantages, le clustering hiérarchique est très visuel et donc pratique pour l'analyse exploratoire des données. Il propose une organisation hiérarchique des données, il n'a pas besoin de préciser le nombre de clusters souhaités, et il peut détecter des structures avec des formes différentes. Du côté des désavantages, on retrouve principalement un désavantage computationnel avec une complexité quadratique et donc limitée en termes du nombre d'observations que cette méthode peut utiliser. Terminons cette vidéo sur une partie de la terminologie employée. Je vous ai parlé de plusieurs méthodes d'apprentissage non supervisées qui tournent autour de l'idée de partitionner les données. On parle également de clustering. Nous avons vu la méthode des K-moyennes et le clustering de type hiérarchique. Pour mesurer la distance entre deux clusters, nous avons dû faire appel à des nouvelles notions, car des clusters peuvent être des objets de nature différente, et nous avons vu les liaisons uniques, complètes et moyennes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la revoir ou cliquer sur les autres vidéos de cette série de vidéos pour le cours de Business Intelligence Analytics donné à HEC Lausanne. Maintenant, c'est votre business de faire parler votre intelligence et démontrer vos capacités analytiques.